Pourquoi le consulting là ? Parce qu'il y avait quand même une visée critique. C'est-à-dire que je pense que dans le consulting se joue quelque chose de nos idéologies contemporaines, idéologie managériale, pouvoir de l'économie sur nos vies, règne du tableau Excel, pour faire vite, que moi j'ai subi, que des millions de gens subissent dans notre pays et bien au-delà. C'est un règne sans partage, quasiment. Et puis un règne qui est transparent à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il est une idéologie, il se pense comme juste le cours normal des choses. Et donc la littérature, elle a quelque chose à faire avec des objets comme ceux-là. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, aujourd'hui autour d'une histoire de retrouvailles, de vie passée, regardée comme un gâchis, mais aussi d'une vie à venir que l'on désirait autre et meilleure. Et c'est celle que vous racontez, Nicolas Mathieu. Bonjour. Bonjour. Prix Goncourt pour leurs enfants après eux. Vous venez de faire paraître aux éditions Actes Sud un nouveau roman, Connemara, roman dans lequel on rencontre deux personnages autour de la quarantaine, Hélène et Christophe, qui se retrouvent après s'être perdus de vue depuis leur adolescence, lorsqu'elle était secrètement amoureuse de lui et lui lorsqu'il brillait au hockey. Entre-temps, elle est devenue une mère de famille, travaillant dans un cabinet de conseil. Le hasard fait qu'on reparle fortement de ces cabinets de conseil dans l'actualité. Et lui, le père d'un enfant et un vendeur de nourriture pour chiens. Et tous les deux, à leur manière, ils font le point sur leur vie, et notamment par une chanson que vous avez choisi de présenter en partie dans le titre de votre livre Connemara. C'est évidemment Les Lacs du Connemara de Michel Sardou, puisque, si j'ai bien lu, elle intervient à deux reprises dans le roman, une fois pour Hélène, une fois pour Christophe, et à chaque fois, même un peu plus. Oui, il me semble. Hein, oui. Et à chaque fois, en tout cas, ce sont des souvenirs qui reviennent. En tous les cas, vous écrivez à chaque fois une page de souvenirs à plusieurs moments de leur vie. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson, Nicolas Mathieu, pour que vous ayez choisi d'intituler votre livre Connemara et d'en faire cette place-là et ce rôle-là dans votre roman? Sans doute qu'elle m'évoque déjà des souvenirs d'enfance, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai dû entendre à la radio dans les années 80, chez ma nourrice ou à la maison, ou à la dans la voiture de mes parents. La raison pour laquelle elle figure sur la couverture du roman et que je l'ai choisie pour titre, c'est un peu plus que ça quand même. C'est pas seulement une Madeleine de Proust ou un souvenir. C'est parce que ce roman, à bien des égards, il s'intéresse à ce qui nous unit, ce qui nous est commun à tous, comme cette chanson qui traverse et les générations et les classes sociales. Et en même temps, cette chanson, c'est le lieu d'une frontière aussi, parce que c'est la chanson qui clôt toutes les fêtes de HEC, et c'est une chanson très très populaire qu'on écoute dans les bals de village. Donc, ce titre-là que tout le monde connaît, il signale aussi des frontières presque hermétiques quand même. Et ce roman, il s'intéresse beaucoup à ça, ce qui nous est commun, ce qui nous divise. Parce qu'effectivement, cette Hélène et ce Christophe ont vécu dans la même ville, mais leur parcours de vie font qu'ils se sont affranchis l'un et l'autre peut-être de cette origine, mais pas de la même manière. Et vous avez choisi, après un roman sur l'adolescence et le désir, Nicolas Mathieu, d'interroger peut-être autrement ces deux dimensions dans Connemara, l'adolescence, puisqu'il en est question, puisque ce livre oscille entre le temps présent et les souvenirs de la vie de Christophe et d'Hélène. Mais le désir n'est pas absent. Cependant, il n'est pas ou n'est plus tout à fait là. Hélène a désiré longtemps une autre vie que la sienne. C'était le cas dans sa famille, notamment pour trouver une vie plus sophistiquée d'un autre milieu social que celui d'où elle vient. Et Christophe, lui, il n'a qu'un désir, c'est de revenir à la compétition, peut-être pour retrouver la passion qu'il avait et de retrouver le désir justement qu'il procurait chez les filles et chez Charlie, qui était son autre passion. Où en sont-ils de leur désir et pourquoi ce thème est aussi présent pour revenir à nouveau dans votre roman? Qu'est-ce qui meut les personnages sinon le désir ? Quand vous faites un personnage, on me demande souvent pourquoi on s'identifie à vos personnages, qu'est-ce qui fait qu'on embarque, qu'est-ce qui fait qu'on tourne les pages. C'est que ces personnages, ils désirent quelque chose. Chacun d'entre eux a une volonté, c'est une force qui va vers quelque chose. Et sans doute qu'Hélène, elle a longtemps poursuivi un désir dont elle croyait que c'était le sien et qui en fait était un désir que la société lui avait peut-être assigné. Ce désir de réussite, d'accomplissement professionnel et social, elle se rend compte à 40 balais que peut-être que c'est pas exactement
celui qu'elle poursuit. C'est son corps qui la renseigne là-dessus. Et Christophe, Christophe, c'est un personnage un peu velléitaire. En fait, il suit beaucoup le désir des autres. Il essaye de faire plaisir à tout le monde. Mais une chose qu'il a désirée profondément et qu'il continue de désirer à 40 ans, c'est gagner. Voilà, il a été un athlète. Et marquer des buts. Ou c'est les conséquences justement de cette victoire, le fait qu'il soit devenu la star locale et qu'il était au centre de l'attention? C'est les deux. C'est-à-dire qu'il se dit peut-être que le meilleur de la vie, ça a été à 17 ans et son désir, ce serait de réactiver ça. C'est évidemment un leurre, mais c'est la chose qu'il poursuit au début du roman, en tout cas. Il voudrait connaître à nouveau ces moments de gloire sur la glace. Parce que c'est pas ça aussi qui les unit dans leur retrouvaille à Hélène et Christophe, finalement, de renouer avec leur désir d'adolescent, elle pour lui pour la gagne. Exactement. Ils ont beau avoir autour de la quarantaine, elle un petit peu moins, lui un petit peu plus, mais ils n'ont pas quitté leur adolescence. En tous les cas, ils se réinterrogent comment réactiver ce désir adolescent. À 40 ans, c'est le moment où quand même on commence à sortir de la jeunesse. Et chez elle comme chez lui, sur des modalités différentes, mais ça les travaille. Et cette relation qu'ils vont nouer ensemble, elle avec son crush d'adolescente et lui en rejouant au hockey, c'est de se dire, est-ce qu'il y a encore un peu de jeunesse à jouer et puis cette relation, elle leur sert chacun à repartir vers un autre moment de leur vie. Oui. Ce qui les sauve de la frustration, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus que le désir qu'ils avaient les a un peu perdus, ils les ont un peu perdus en cours de route, mais ils sont autour de 40 ans, donc ils peuvent encore désirer. Oui, je pense, et ils sont puissamment décors dans ce livre. Hein, pour leur coup, les retrouvailles qu'il y a entre eux, elles sont très incarnées. Donc, non, je pense qu'il y a du désir jusqu'au bout, il y a de l'amour possible jusqu'à la fin, mais quand même, on n'est pas jeune de la même manière à 40 ans qu'à 20, et ils le sentent, elle et lui, dans leur corps, il y a quelque chose qui est en train de disparaître quand même. Oui, alors il y a ça, et puis ce qui est intéressant dans ce que vous écrivez, Nicolas Mathieu, c'est qu'ils sont inscrits aussi dans une généalogie, dans une vie. Lui a son fils et son père, sa compagne, son ex-compagne lui annonce qu'elle va déménager, donc il risque de perdre de vue son fils, et elle est mariée, elle a 2 enfants, en gros elle a rempli toutes les cases qui devraient la conduire vers le bonheur. C'est-à-dire aussi que vous faites jouer avec ces personnages finalement le désir individuel par rapport à ses responsabilités, par rapport à ces engagements-là. Ils y répondent de manière très différente l'un et l'autre. Oui, vous dites, le fait d'avoir coché toutes les cases, et cet accomplissement-là devrait la conduire vers le bonheur. Elle y a cru. Mais finalement, je ne suis pas sûr qu'il soit tellement question de bonheur pour elle. Je ne crois pas que ce soit dit d'ailleurs. Ce qu'elle veut faire, c'est coïncider avec l'image qu'elle se fait de la réussite. C'est-à-dire qu'elle a lu des livres, elle a lu des magazines, elle avait une copine qui appartenait à un milieu plus favorisé qu'elle, et qu'elle s'est dit, mon Dieu, que cette vie-là est désirable. Voilà. Et donc, elle a fait tout. Et ça a comporté beaucoup d'efforts. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu réussir l'école, il a fallu passer des diplômes, il a fallu réussir des concours, il a fallu cravacher au travail. Et puis, tout soudain, se rend compte que finalement, ce truc-là, cette place-là, cette réussite-là, est-ce que c'est vraiment ce qui résonnait le plus fort en elle ? Je crois que nos corps nous renseignent beaucoup là-dessus. C'est pas facile quand même de l'admettre et de changer de trajectoire, parce qu'elle a quand même fondé toute sa vie là-dessus, fondé son rapport. Non seulement c'est pas facile, mais c'est terrible. Parce que vous avez parlé de la copine, mais on pourrait parler aussi des parents, où ils sont d'une vie simple, un langage simple, et elle le rappelle suffisamment souvent, et ils ont vu leur fille partir, s'élever socialement, s'élever intellectuellement, avec un mélange de peur et de fascination. Ouais. C'est pas simple de se dire finalement que ce qu'on a fait à ses parents, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, voilà. Alors, même si ça valait le coup, c'est déjà pas simple, parce que c'est un assassinat. C'est quelque part... hasarder un héritage. Oui, quand même. C'est en ça que ça consiste, s'arracher à son milieu. C'est quelque part refuser le passage de témoin, qu'on le veuille ou non. Et puis, alors c'est déjà dur en soi, et puis de se dire peut-être qu'en fait, cette trahison-là, ça valait pas tant le coup que ça. Mais de toute façon, devenir, c'est toujours trahir. Et qu'il il faut se salir les mains, quoi qu'il en soit, quelque part. Et finalement, à 40 ans, elle refait la même chose qu'à 15. C'est-à-dire que pour recoïncider avec ce qu'elle voudrait être, elle est aussi en train d'assassiner peut-être la famille qu'elle a fondée, quoi. Tout ça est très, sans doute...
brutal, douloureux, mais c'est ça, vivre. Effectivement. Et vous le faites donc en les inscrivant dans une géographie très précise, qui est celle de Nancy, celle d'Épinal, aussi une ville fictive qui est leur ville d'origine, dans les milieux sociaux aussi qui sont très marqués. Vous vous intéressez beaucoup dans ce roman, Nicolas Mathieu, mais ce n'est pas une première chez vous, au monde du travail. Vous passez du temps à raconter et ce qu'ils font et le langage, parce que ça c'est aussi intéressant, il y a différents niveaux de langage dans votre roman. Le travail du père, le travail de Christophe, vendeur de chiens, un autre travail qui pourrait être ces années dans l'équipe de hockey, et elle dans un cabinet de consultants. Pourquoi ça vous était important, intéressant pour ce livre de raconter ce monde du travail, mais aussi avec une certaine distance, lucidité qui peut venir par d'autres. Hélène, c'est pas elle qui est lucide sur le travail, ça va d'abord être son supérieur Marc qui va lui dire un peu ce qu'il pense vraiment de la boîte. C'est le narrateur qui est lucide sur le travail. Narrateur, voilà. Parce que je voulais pas faire d'Hélène une repentie qui d'un coup a les coquilles qui lui tombent des yeux, elle se rend compte que tout ce pourquoi elle s'est investie, son job et tout ça en fait ça ne vaut pas la peine, etc. Non, Hélène jusqu'au bout c'est quelqu'un quand même qui fait bien son job. Son job produit des effets. Elle peut être cynique parfois sur le milieu du consulting, etc. Mais elle y croit jusqu'au bout. C'est pas une repentie. C'est pas quelqu'un qui bazarde les open space pour faire de la permaculture. C'est pas ça, Hélène, quand même. Alors, pourquoi le monde du travail ? Moi, j'essaye de raconter la vie et ça prend quand même une place énorme dans nos existences de travail. Souvent, c'est drôle parce que quand on m'interroge, je me dis pourquoi la sensualité, pourquoi le travail ? Mon Dieu, mais la place que ça prend dans nos existences, vous vous rendez compte ? Donc, moi, j'essaye de rendre ça m'intéresse. Ça m'intéresse à chaque fois que les gens me parlent de leur travail. Moi, ça me passionne comment ils font des choses. Voilà. Et puis, pourquoi le consulting ? Là, parce qu'il y avait quand même une visée critique. C'est-à-dire que je pense que dans le consulting se joue quelque chose de nos idéologies contemporaines, idéologie managériale, pouvoir de l'économie sur nos vies, règne du tableau Excel, pour faire vite, que moi j'ai subi, que des millions de gens subissent dans notre pays et bien au-delà. C'est un règne sans partage. Quasiment. Et puis un règne qui est transparent à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il est une idéologie, il se pense comme juste le cours normal des choses. La performance, ça va de soi. Voilà. Comme la réussite pour Hélène un peu. Et donc la littérature, elle a quelque chose à faire avec des objets comme ceux-là, avec la bêtise du temps, avec l'esprit du moment, avec les pentes sur lesquels on nous pousse. Donc voilà, moi j'avais des revanches à prendre sur ces fonctionnements-là. C'est un livre vengeur. Bien sûr. Ah oui, moi je suis pas... vous savez, on critique beaucoup les passions tristes. Moi je les prends à bras-le-corps. La vengeance, la colère, le dépit, tout ça. Moi je m'en sers comme pétrole pour faire marcher mon moteur. Vous dites effectivement que la littérature a à s'emparer de cela, mais... Vous vous êtes aussi emparé des mots de ces mondes-là. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de vocabulaire dans votre livre. Il y a les mots de l'adolescence, meuf, mec, rencard. Il y a le langage simple des parents d'Hélène. Il y a le langage plus sophistiqué de la copine et des parents de la copine d'Hélène, Charlotte, qui, on est cadre, on vient de Sciences Po, on est riche, on a ces références-là. Et puis, il y a le langage du business chez Christophe et le langage, justement, de ces cabinets consultants qui est fait de mots valises, de mots d'anglais, de mots qui sonnent parfois souvent un peu creux. Comment vous avez composé avec ces différents niveaux de langage pour les insérer dans un même texte ? Alors, il y a deux choses très différentes dans ce que vous venez de dire. Il y a donc les langages qui varient selon les milieux, selon les personnages, selon les âges. Et ça, c'est vraiment assez intuitif. Ouais. C'est-à-dire que c'est presque à l'oreille. En fait, de la même manière que je décris les vêtements qu'ils portent, les cigarettes qu'ils fument, leurs habitudes alimentaires ou des choses comme ça, ça va un peu de soi pour moi. Et puis, il y a ça les définit, ouais. Oui, ça fait partie des signes et quand je les vois, j'entends. Ah oui. Ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est naturel de sentir ça. Et je suis tramé comme ça des détails qui font le monde social. Bon, c'est mon truc, quoi. Sur le langage des consultants, mais là, il y a un travail quand même plus en profondeur parce que ce langage-là, il est constitué comme un tout, il est un outil du pouvoir qui s'exerce sur les salariés. Un langage expert, c'est une forme de pouvoir qui s'exerce sur ceux qui n'ont pas cette expertise.
Ce que la mère de Hélène, d'ailleurs, savait très bien. Parce qu'à un moment, vous dites qu'elle la voyait tout doucement rejoindre le monde de ceux qui savent et qui ont le pouvoir. Et vous liez bien les deux dans la même phrase. Oui, bien sûr. Et on pourrait dire ceux qui savent, qui ont le pouvoir et qui utilisent les mots que d'autres ne comprennent pas. Oui. Tout ça, ça est évidemment lié, quoi. Et donc là, il y a eu un travail plus spécifique, qui est finalement pas si loin de celui que Flaubert fait avec Bouvard et Pécuchet, et qui parle une scientificité de bas étage, un peu des choses comme ça. Donc ouais, moi c'est des choses qui m'intéressent vraiment, et qui sont, pour reprendre un mot un peu phagocyté aujourd'hui, mais voilà, de déconstruction des langues qui sont parlées et des pouvoirs qu'elles exercent. Il y a le même travail qui pourrait être fait totalement sur le langage militant. Ce que fait par exemple Rollin dans l'organisation sur les Mao, la gauche prolétarienne, le travail critique qu'il fait sur le fonctionnement idéologique et tout ça, on pourrait le faire aujourd'hui sur d'autres idéologies. Moi, je l'ai fait sur l'idéologie managériale. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est une guerre menée contre les bêtises constituées. Avec l'humour, avec l'ironie comme arme, parce que certes, c'est un livre vengeur, mais dans la manière dont vous racontez, parfois ils sont un peu grotesques à ce moment-là, vos personnages. Ah bah bien sûr. Alors là, moi, vraiment, la veine dans laquelle je m'inscris, c'est Flaubert, Céline, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un grand rire ogresque contre les imbéciles, évidemment. Et puis la littérature, elle peut ça, c'est-à-dire... ricaner des puissances qui nous dominent, se moquer de nos maîtres. Il y a une vertu comme ça de la littérature un peu bouffonne, qui moi me plaît beaucoup. Mais jusqu'où est-ce que vous avez, comment vous avez situé le curseur justement pour ne pas qu'on sorte de l'histoire, du roman, qu'on soit dans un pamphlet, dans un essai plus directement critique? Honnêtement, c'est difficile de répondre à des questions comme ça parce que c'est relativement au doigt mouillé, à l'instinct, c'est intuitif, on fait des essais, on le pousse trop loin, puis après on le ramène un peu plus bas. Vous voyez, c'est comme quand vous réglez votre chaîne hi-fi, c'est à l'oreille, quoi. Il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas un ironomètre pour mesurer le bon degré d'ironie à mettre dans un roman. Alors justement, ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que dans ces podcasts, on s'intéresse également à la manière dont les auteurs travaillent avec leurs éditeurs. Justement, est-ce que ce fut l'un des enjeux de ce travail en commun pour écrire ce roman, de trouver la bonne voix, le bon son ? Oh non, c'est pas trop là-dessus qu'on travaille avec. Alors, on travaille, je veux dire que quand je lui soumets un texte déjà qui est quand même très abouti. D'accord. C'est-à-dire que j'ai envie que ça lui fasse de l'effet comme à un lecteur, que ça lui plaise, qu'il embarque, qu'il en jouisse, qu'il s'en émeuve, etc. Bon. Et après, le travail qu'on fait, c'est des choses comme là, on s'ennuie un peu, c'est trop long, là, c'est redondant par rapport à quelque chose que tu as déjà dit. Là, ce personnage, en fait, ce qu'il fait dans ce roman, on va pas au bout de la logique, en fait. Et ça, c'est des choses que quand on a passé 2 ans dans un texte, on ne voit plus. Et c'est là où on a besoin vraiment d'un regard extérieur. Ouais. Finalement, un éditeur, c'est un lecteur technique, quoi. C'est le premier à voir tout, et puis il sait, en théorie, ce qui pourrait manquer comme boulon ici et là. Et puis c'est aussi un corps, c'est-à-dire que moi je lui ai demandé, t'étais ému, t'as ri, voilà, quoi. C'était important pour moi qu'il se soit marré. C'est un lecteur technique, dites-vous, Nicolas Mathieu. Est-ce que c'est votre premier lecteur technique? Puisque comme vous dites que vous livrez presque un produit fini, est-ce que vous avez, je sais pas, dans votre entourage, quelques lecteurs à qui vous soumettez des passages, des morceaux de l'écriture? Oui, des gens qui me sont proches, quelqu'un en particulier là pour celui-là, qui était une femme. Et comme dans ces romans, il y a vraiment un effort énorme de se mettre dans les baskets d'une femme, et que je suis un auteur masculin. Voilà, il y avait des choses où je me suis dit, ça parle beaucoup du corps des femmes, du temps qui est sur le corps des femmes, comment à l'adolescence, à 40 ans, plus tard, le désir, comment ça les travaille, la sexualité, etc. Tout ça, je l'ai écrit de moi, mais c'est des choses qu'on ne fait pas à la légère, et que pour mesurer la justesse de tout ça, je l'ai fait lire à une amie, quoi. Oui.
À quel moment vous commencez à parler de votre roman ? Parce que vous dites que vous arrivez avec un produit presque fini, un livre presque écrit. Mais est-ce que vous en parlez avant pour avoir déjà savoir si vous partez ? Parce que c'est comme un gros roman. Donc vous l'avez dit, 2 ans, c'est pas rien dans une vie. Même plus. Est-ce que vous commencez déjà à quelques pistes pour voir comment ça... Est-ce que ça pourrait être une bonne idée de roman ? À les partager, ces pistes ? À vrai dire, je me souviens pas très bien. Mais c'est dommage, oui, parce que ça, c'est vraiment des choses, je sais pas, j'ai une mémoire très sélective et de ça, je ne me souviens pas. Alors que vraisemblablement, j'ai dû lui en parler, surtout celui-là, c'était le livre d'après le Goncourt. Oui. Donc il y avait dessus une angoisse particulière. C'est-à-dire qu'il faut confirmer. Et pour vous, il faut être capable, montrer que vous êtes capable de le faire. Exactement. Pour vous-même. Oui, vous voyez, c'est intéressant ça, parce qu'on sort de l'idée de la pureté qu'on se fait par rapport à l'art. Et en fait, quand même, il y a des questions d'orgueil, montrer qu'on est à la hauteur du truc. J'avais vraiment envie de faire un meilleur livre. Ça a été une ambition qui était là tout le long. Je prétends pas que ça s'est produit, mais moi, je voulais pousser plus loin les curseurs en tout. Je voulais faire un plus grand livre. Donc j'imagine que très tôt, quand même, je lui ai dit c'était quoi les sujets, mais je ne m'en souviens pas. C'est pas grave. On en parlerait peut-être pour le prochain avec cette question à l'oreille. Ouais, je devrais peut-être tenir un journal, ou je sais pas, prendre des notes. Tout ça, c'est des éléments qui sont perdus. Ouais. Je les occulte. Alors justement, vu ce que vous disiez que votre éditeur, vous vouliez qu'il réagisse aussi dans son corps, et que le corps est très important, celui que vous racontez, le corps des femmes, le corps des hommes, au travail, dans la vie familiale, au sport aussi, mais aussi celui des lecteurs, là, puisque le roman connaît un succès, que vous commencez à rencontrer les lecteurs. Est-ce que les impressions que vous avez de ces lecteurs sont celles que vous attendiez sur la manière justement de ressentir le roman ? Oui. Oui, et elle les dépasse, elle les déborde dans tous les côtés. C'est-à-dire que ce qu'on met dans un roman, c'est pas du tout l'intégralité du roman. Il y a une partie qui est construite par la lecture, des lecteurs experts et puis des lecteurs plus dilettantes, de ceux qui sont très cultivés, ceux qui ne le sont pas du tout, de ceux qui vont projeter uniquement ce qu'il y a de leur vie. J'accroche, ça résonne. Vous voyez, et puis d'autres qui vont voir des couches successives, des choses plus, des rapports avec d'autres œuvres aussi, des lignes de continuité, etc. Et donc oui, il y a des choses. Je vois que ça émeut à des endroits qui comptaient pour moi, sur le père notamment de Christophe, qui est un personnage important et dont on parle jamais dans les interviews. Et je vois les lecteurs, eux, ça les a bouleversés. Sur le destin d'Hélène, je vois que ça touche des femmes notamment fortement, quoi, etc. Donc oui, c'est pas du chiquet, ça. Je pense vraiment que l'écrivain n'est pas du tout mettre à bord dans une œuvre, que déjà parce qu'il n'est pas seul à écrire, que ça écrit à travers lui. Il y a des choses qui passent dont on n'est pas totalement les maîtres, et puis qu'ensuite la lecture fixe une grande partie du sens. Quelques photos de lance-patates déjà, vous avez reçues, pas encore? Vous avez donné des idées dans ce sens-là, non? Non, mais alors en revanche, je reçois des trucs marrants quand même. Quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit oui, à cause de votre bouquin, j'ai recontacté un crush d'adolescence. Elle est en train de lire le livre en même temps que moi et on va le finir tous les deux samedi, on se rencontre, etc. Donc ça affecte la vie des gens d'une manière un peu étonnante parfois. Effectivement, et puis le lance-patate, voilà, j'encourage les auditeurs à le découvrir. C'est une de vos trouvailles dans les occupations de Christophe et de ses amis. C'est à découvrir dans Connemara, votre nouveau roman paru aux éditions Actes Sud. Nicolas Mathieu, merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.